Nous sommes à la soirée HBO et c'est de la folie. Les stars sont de sortie et elles sont là pour se lâcher. Mais une seule question brûle toutes les lèvres. Est-ce l'âge d'or de la télévision? Oui. C'est un médium génial. C'est de la magie. On ne peut pas l'expliquer. Your dress is beautiful. Les histoires qui sont inventées aujourd'hui dépassent l'entendement. Incroyable. Incroyable. La télévision a largement élevé son niveau. Maintenant, il existe des séries qui sont meilleures qu'une bonne majorité de films. Et ça ne s'était jamais vu auparavant. La télé, c'est là qu'il faut être. Al Pacino en fait, Meryl Streep, Mike Nichols. Regardez, voyez ce que je veux dire? Glenn Close, une des actrices les plus phénoménales de la Terre. C'est l'Amérique. C'est devenu aussi désirable que de faire du cinéma. Révolution à Hollywood, les séries télé cassent tout. Elles inondent une planète complètement accro. Brillantes, inventives, audacieuses, violentes, politiques, les séries américaines dominent. Vous allez voir de l'intérieur comment on les fabrique, l'écriture, les tournages, la censure, mais aussi comment elles ont retourné à leur profit les contraintes du système. Comment elles ont attiré les meilleurs acteurs, les meilleurs auteurs, les meilleurs réalisateurs. Comment elles sont devenues le nouvel Eldorado créatif dans ce qui était le royaume du cinéma. Ce jour-là, à Hollywood, les cinémas sont vides. La foule est réunie devant les écrans géants diffusant le dernier épisode de la sitcom à succès Friends. Pendant 10 ans, ils étaient chaque semaine 20 à 30 millions d'Américains rivés sur Friends et 70 millions pour ses adieux. I love you too, and I'm never letting you go again. Okay, because this is where I want to be. Okay, no more, because I don't want to mess this up again. Hier soir à la télé, on ne parlait que de Friends. Impossible d'ouvrir le journal. Friends, Friends, Friends. On dirait que c'est plus important que la guerre en Irak. La télévision, c'est la femme à qui vous êtes marié depuis 30 ans. Le cinéma est votre maîtresse, la fille que vous rencontrez dans un bar. La télé cuisine le dîner et vous dit à quelle heure allez vous coucher. Les gens s'habillent comme les personnages de série. Ils décident de ce qu'ils font au quotidien en s'inspirant d'eux. C'est tout simplement énorme. Je m'attache tellement au personnage que si quelque chose se passe mal, je suis si bouleversée que j'appelle mes amis. Je me mets à crier devant ma télé en disant à tel personnage de ne surtout pas faire ce qu'il est en train de faire. Je suis incroyablement investie émotionnellement. Et combien de ces héros logés dans votre inconscient?
Parfois plus que des héros, des membres de la famille avec qui on vieillit. Dans le premier épisode d'Urgence, on assiste à l'arrivée d'un jeune étudiant, John Carter. John Carter. Yes, sir. Peter Benton. You the surgical student? Yep, third year. Good. We're going to be spending a lot of time together, so let me show you around so you'll be oriented. Même lorsque j'étais simple spectatrice d'urgence, j'avais l'impression d'aider Noah Weil, le docteur Carter, à grandir. Je le connaissais au début, quand il était si jeune et si naïf, et il est devenu un homme accompli. Saison 4, l'étudiant a grandi sous nos yeux. Il est devenu le docteur Carter. Okay, Jerry, that's it. We're close to neurotrauma. I'll call Weaver. No, don't call Weaver. I'm senior for the day. CT's down, close to neuro. Whatever you say, boss. Je ressens un attachement et c'est un vrai plaisir d'écrire un épisode et de pouvoir convoquer 10 ans d'histoire. Cette histoire est non seulement très réelle, mais en plus, elle est partagée à la fois par les autres scénaristes et par le public. Une décennie a passé en sa compagnie. Saison 10, on assiste à un drame personnel dans la vie de Carter et sa compagne. I've been looking for over 5 minutes. There's no heartbeat. There's no gross body movement. There's no response to acoustic stimulation. I'm sorry. John, Kim, I'm so sorry. The baby died. The miracle of television. Le miracle de la télévision et des séries télévisées en particulier, c'est que l'on peut créer une tapisserie d'histoires et de personnages qui serait inconcevable dans n'importe quel autre médium. Avec la série Del Vecchio dans les années 70, puis avec Hill Street Blues, Steven Bochco réinvente la série Coral en y injectant des éléments romanesques. Les personnages ont un passé, des aspirations, un destin. La série moderne est née. C'est la première série sur laquelle j'ai travaillé qui avait une mémoire. Je veux dire par là que les personnages avaient chacun une vie personnelle qui existait sur la longueur et évoluait à travers les épisodes. Del Vecchio avait un père, il avait différentes aspirations en dehors d'être un flic. Et pour moi, cela a été un moment séminal. Parce que j'ai compris où se trouvait la dramaturgie. Et la dramaturgie se situe dans la longueur. Ali McBeal est une crise de nerfs de 132 heures, Dawson une crise d'adolescence de 6 ans et Urgence une crise cardiaque de 12 saisons. Pour apprécier pleinement le 100e épisode, il faut une connaissance intime des 99 épisodes précédents. Après avoir créé un tableau vaste et complexe, nous nous sommes retrouvés avec un univers presque dickensien. Los Angeles. La ville est envahie par les séries télé placardées partout. La ville du cinéma squattée par les séries. À tel point que sur le trottoir des légendes, l'étoile de Buster Keaton est dans la catégorie vedette de télévision. Le paysage télévisuel aujourd'hui est plus excitant que jamais. Il y a des milliards de chaînes et elles ont toute une chance de produire un hit. Ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ou 10 ans aux États-Unis. On parle de 7 soirs par semaine, 3 heures de prime time. Le flux est permanent. Il faut constamment nourrir la bête. Il faut nourrir la bête, mais pas avec n'importe quoi. Créer ou plutôt vendre une série télé est un véritable parcours du combattant. Le système de sélection est impitoyable. On dit qu'à Los Angeles, on ne se pose pas la question du temps. Mais pourtant, il y a des saisons, et la plus importante, c'est la saison des pilotes. Une nouvelle série commence invariablement par un pitch. Un pitch est la présentation verbale d'un projet
par son créateur. C'est un processus très brutal. Vous entrez dans une pièce, vous faites semblant d'être relax, on vous offre de l'eau, vous la voulez froide, à température ambiante, patati, patata, commérage, commérage. Vous avez 20 minutes. Et tout ça se passe autour de Noël. Noël est une période de misère, cupidité, trahison, mensonge, travail acharné, de gros paris, beaucoup de risques, de la passion. Pour 300 pitchs, une chaîne tourne 10 pilotes et seuls 3 iront à l'antenne. Le système est plus que frustrant pour l'auteur suspendu à un feu vert hypothétique. Mais qu'est un pilote? C'est un premier épisode qui doit prouver à une chaîne qu'on a les ingrédients pour séduire le public. Exemple avec le pilote d'Everwood. Première scène d'exposition, le petit déjeuner d'une famille new-yorkaise. On entrevoit les personnalités de chacun, l'insouciance de la fille, la rage du fils, la perfection de la mère et le père, tout bip de génie. Mais à la 6e minute, rebondissement et drame fondateur. On annonce au père que sa femme est morte sur la route. Enterrement succinct, on efface tout et on recommence. Le père endeuillé mais résolu décide de déménager. Ils arrivent dans un trou paumé, Everwood, Colorado. On plante le décor et la nouvelle maison en bois. On rencontre les personnages secondaires, la dure à cuire au grand cœur, le rival du père, le rival du fils, le sage et la faux-folle. Le fils se découvre une amoureuse qu'il rêve un peu trop fort d'embrasser. On crée aussi de la mythologie à long terme. La mère décédée apparaît comme un fantôme déchirant au père. C'est d'un triste à crever. Et de l'utopie, puisque le médecin ne fera pas payer ses consultations. Free? Mais s'il est Superman aux yeux du monde, c'est un père piteux. Entre pathos et brutalité, le ton de la série est donné. Une cassure, une nouvelle vie, des suspens et de l'intime. Si tout ça fonctionne, la série pourra passer à l'antenne. Et si elle dépasse les 4 saisons, elle sera vendue au monde entier et rapportera des millions de dollars à son créateur. Cependant, avant les rêves de gloire, il faudra passer l'épreuve de la projection test. La projection test est une des expériences scientifiques les plus cruelles jamais inventées. L'idée, et j'ai une projection test d'un de mes pilotes ce soir, c'est de montrer son pilote à un public sélectionné par un groupe de recherche marketing, censé savoir qui devrait regarder ça. Les spectateurs ont une sorte de télécommande et sur l'écran, il y a une ligne qui correspond à leur réaction. La ligne grimpe s'ils aiment, elle baisse s'ils n'aiment pas. La ligne commence au milieu de l'écran. On se dit, ça se passe pas trop mal, et peut-être que ça monte un peu, puis ça baisse, et le but c'est d'éviter la chute libre. Et si la chute est trop libre, le pilote termine à la poubelle, comme Mulholland Drive de David Lynch, qui devait être une série et qui a fini par connaître une sortie en salle. Cependant, Los Angeles adore les destins des auteurs qui s'en sortent. Celui d'un Chris Carter qui verra ses pilotes refusés pendant 10 ans avant de cartonner avec les X-Files, jackpot à $1 milliard. Ou celui de Mark Cherry, père de Desperate Housewives, un auteur à la rue puis avec Hollywood à ses pieds en un clin d'œil quand il reçoit le Golden Globe de la meilleure série. I said, I think it's pretty good, but no one wants to buy it. It's been turned down by every network. And they said, well, what are you doing wrong? And I said, well, I just tell them, hey, it's a satire. And they go, well, that's your problem. No one wants to do a satire. Call it a soap opera. And finally, last but not least, during my really rough time, my mom gave me financial support, she gave me emotional support, she did everything a mom was supposed to do, but she did one other thing. She gave me the idea for a hit TV show. Now that's good parenting. Thank you, Mama. This is for you. Quand on écrit un scénario et qu'on vous dit « c'est une très belle scène, mais est-ce que le public va comprendre ?» On ne peut rien faire. La seule chose que l'on puisse dire, c'est « j'espère ». C'est la nature de la bête. Et si miracle, la projection test donne son accord, sensation enivrante de dépasser tout le monde dans un embouteillage, votre pilote est pris. On met votre série à l'antenne. Le vent sur votre torse, la vitesse, la liberté, la rébellion. Votre vie est une plage de Malibu. Sauf que la route est semée d'embûches. Il faudra faire face à la constante menace d'annulation et à la terrible censure. Il va falloir garder le contrôle de votre véhicule.
Il y a des règles sur le langage, sur la violence, sur le sexe. You ready? Tonight, on Cop Drama, on TV, they're gonna say shit. They're gonna say shit on television? You can't say shit on television. It was just on the news. People are freaking out, dude. Holy f***ing shit. Oh, we gotta watch. Yeah, I'm gonna have people over to my house to see it. But I got these tickets to see Lion King on stage. Maybe you didn't hear me, Kyle. I said shit on television. You can't say fuck. On ne peut pas dire baiser, ni montrer la baise. Si un sniper vise quelqu'un, on peut montrer le viseur, mais pas le point rouge sur la personne qui est visée. C'est une des règles. On peut dire trop, mais pas trop du cul. L'année dernière, on a négocié pour dire trop du... Et on coupe, c'est ridicule. You're right. Maybe I'll see you around. Goodbye. Oh, and Mitchell, you've got some shit on the side of your mouth right there. Oh, yeah. Oh, thanks. Wow. Whoa. They did it. I can't believe they actually said it. When it comes to the quality of the storytelling Pour ce qui est du contenu d'une histoire, est-ce qu'on peut coucher avec sa mère? Sur les grandes chaînes, on dirait probablement non. Dans Profit en 1996, le héros couche avec sa mère. La série est annulée par ABC. On ne sait jamais combien de temps on va travailler. Une série peut être annulée n'importe quand. Des amis m'ont raconté que leur producteur a débarqué sur le plateau au milieu d'une scène en disant « Allez, on rentre à la maison ». 3 semaines après cet entretien, la série de Uta Brizevich est annulée. On a moins de temps pour rattraper ses erreurs. Le public a perdu toute patience. Au suivant. Alors, si ma série ne vous attrape pas, disons, dans les 2 minutes, il y a une grande chance que je vous perde. Et je ne vous reverrai jamais. Depuis son canapé, en caleçon, qui s'en soucie? Peu importe qui je suis, ma réputation, les gens se demandent simplement, est-ce que j'aime bien ça? Si j'aime, je regarde. Sinon, bye bye. Il faut attraper le public, le garder sur sa chaise. La manière de raconter une histoire a dû s'y adapter. Une structure dramatique classique, au théâtre par exemple, est en 3 actes. Le garçon rencontre la fille, il la perd et il la retrouve. À la télé, parce qu'il faut vendre de la pub, la tradition, c'est 4 actes. Il passe de la pub toutes les 8 minutes. Ça rend dingue. Cela a fini par créer un mode de récit hybride. Analysons la structure narrative d'Urgence, saison 10, dernier épisode. Il y a d'abord le teaser, qui entremêle déjà les 10 intrigues à venir. La plus courte durera 33 secondes, la plus longue sera celle d'un accident. Le spectateur est accroché, générique, pub. Acte 1. Non, la victime n'est pas morte, mais coupée en 2. Le docteur Kovacs découvre un 2e blessé, un enfant. À l'hôpital, on évoque le deuil de Carter, qui a perdu son bébé. Mais pas le temps de s'épancher, les blessés arrivent en ambulance, situation de crise. Coupure pub. Acte 2. Va-et-vient entre la vie et la mort. La caméra navigue entre les salles d'opération. Panique et thérapie de choc. Tout s'interrompt sans cesse. Chez elle, Sam, une jeune interne, surprend son ex en train de faire rater l'école à son fils. Recrise. Coupure pub. Acte 3. Opération gore de la femme accidentée, hémorragie de jargon médical, perceuse. L'enfant, lui, s'enfonce, mais Carter, ému par le père et en écho à son propre deuil évoqué au premier acte, s'acharne. Résultat, le père apprend que sa femme va survivre, mais amputée. Pour s'en remettre, on change de rythme et de registre au tribunal. Weaver entonne une diatribe sur l'homoparentalité. We were a family, whether any city or state or country gives us that recognition. Va-t-elle convaincre le juge? Coupure pub. Dernier acte. On résout toutes les histoires et on en ouvre d'autres avec par exemple le départ de Sam en furie. Parce que maintenant il faut donner envie de revenir au prochain épisode et comme c'est la fin de la saison, on va mettre le paquet. Danger extrême pour 2 personnages principaux. Fin de la saison, durée de l'épisode 42 minutes, fébrilité hystérisée du fan.
Derrière ces murs autrefois occupés par John Ford et John Wayne, Jean Harlow et Fred Astaire se tournent aujourd'hui à des rythmes fous des séries dramatiques. Parce que quand on arrive au stade du tournage, il faut continuer de courir. Écrire puis réaliser une série, c'est ne jamais se reposer. Les tournages durent 9 mois pour 12 à 13 heures de travail par jour, avec des équipes de forçats soudées dans l'épuisement. Ici le tournage de Eyes, une série de John McNamara sur des enquêteurs machiavéliques. 4e épisode, 1re saison. Cut. Mark. Is we gonna? Sorry. Do you want me to start when he starts? Yes, you're both gonna. Tim, you're gonna start at the landing, please. On tourne entre 7 et 9 pages de scénario par jour. Alors qu'un film en tourne 1,5 à 2,5. Il y a simplement beaucoup plus de travail. Il fait nuit quand je pars de chez moi, nuit quand je reviens. Je passe mon temps à répéter. Quand je suis dans ma voiture, je parle toute seule, les gens me prennent pour une folle. On n'arrête pas de bosser, je dis tout le temps merde, merde. Oh, on ne dit pas ça. J'aime la vitesse de la télévision, parce que... Oh, excusez-moi. Certaines séries ont des budgets supérieurs aux films indépendants. Alors on ne fait pas les choses au rabais. On les fait vite, pour arriver à fabriquer l'équivalent de 22 courts-métrages par an. Ça va vite. On essaye d'aller vite. Il faut nourrir le requin et il est toujours à vos trousses. Alors le but est de nager le plus vite possible en espérant que le requin ne vous rattrape pas. Ça vous fait nager assez vite. Sur un tournage télé, tout le monde a son nom sur sa chaise, sauf le réalisateur, qui est loin d'être le patron. Sur mes films, si je n'aime pas un dialogue, je le réécris. Je parle avec les acteurs et c'est parti. Ici, c'est impossible. Il faut que j'appelle John, que je demande leur avis au scénariste. Je plaisante souvent là-dessus. Je leur dis, je suis là pour vous servir. Le vrai patron, c'est le scénariste-créateur, ici John McNamara, qui peut réécrire les scènes à volonté sur le plateau, du moment que c'est lui qui contrôle tout de la série. Vous êtes l'auteur à la télévision, contrairement au cinéma où le réalisateur est le boss et les scénaristes sont virés et échangés. De ce point de vue, il est indiscutable que pour un scénariste, la télévision, c'est là qu'il faut être. La télé est un médium de scénariste. Après le cinéma d'auteur, les séries d'auteurs. Les créateurs de séries sont les nouveaux rois. Ils ont des voitures immatriculées bling. Ils ont le numéro de Michael Mann dans leur tasse à café. Ils sont millionnaires. Ils s'appellent David Chase, Josh Schwartz, David E. Kelly, Ryan Murphy, Joss Whedon ou encore J.J. Abrams. Et ils ne savent plus où donner de la tête. Il n'y a jamais eu autant de choix, d'endroits pour présenter vos idées bizarres. So, you guys ready to turn Charlie Brown into Pokemon? Et des idées bizarres, on en a. Dans Nip Tuck, par exemple, les héros sont des chirurgiens esthétiques sanglants. On bouscule, on trivialise, on ne respecte rien. Sean, tell her to quit using all those big words around me. So why don't we just turn everyone white and hetero? We can change the obstacle that separates this guy from the one thing he wants in life. I see nothing wrong in doing that. Liz, you shave under your arms? Of course. Why? You're trying to pass yourself off as being straight? Keep talking. You are so close to a harassment suit. Could you just try acting professionally around her for a change? Is that too much to ask? Who pissed in your cream of wheat this morning?
Le spectateur peut faire son marché entre des séries de lesbiennes graphiques, des séries sur les grosses fesses d'une actrice célèbre et autres fantaisies. Tout cela grâce à un paysage audiovisuel américain explosé, donc concurrentiel, donc plus permissif. Un grand bloc de 800 chaînes et quelques, divisé en 3 catégories. Les networks, le câble basique et le câble premium. Les networks, ce sont les grandes chaînes généralistes, familiales, gratuites, des séries au kilomètre mais gavées de pubs. Le câble basique, c'est payant, il y a de la pub, un ton plus libre. Presque tout le monde est abonné pour les chaînes musicales et d'infos en continu et des séries parfois gonflées comme Nip Tuck ou The Shield. Et enfin, il y a le câble premium, soit des chaînes à péage, HBO et Showtime en tête, sans pub, sans censure, avec du cinéma et des séries d'avant-garde comme Les Sopranos, Queer as Folk ou The L Word. Révolution récente, l'audience cumulée du câble vient de dépasser les grands réseaux gratuits qui avaient jusque-là toujours dominé le marché. La télé américaine est à un tournant. HBO, avec sa trentaine de millions d'abonnés, est la chaîne qui a changé la donne et dont l'audace a fait tache d'huile. L'influence de ces séries sur le paysage est indiscutable. HBO a prouvé que la taille de l'écran n'est pas le facteur déterminant, qu'il n'y a rien qui empêche les gens de raconter les histoires les plus remarquables. Nous avons regardé autour de nous et notre regard s'est longuement arrêté vers l'Europe. L'exemple de la BBC au début de Channel 4 dans les années 80, quand Film 4 a été créé. La façon dont Canal+, à son apogée, soutenait la création cinématographique. La relation des diffuseurs allemands avec les Fassbinder, Wim Wenders. On a regardé et on a appris. Cela a fait évoluer notre approche des séries. Quand on a commencé à faire des séries sur HBO, ce qu'on avait appris des films, c'était qu'il nous fallait trouver des visions créatives, venues d'un producteur ou d'un auteur, et que nous devions absolument leur donner tout pouvoir. La chaîne produit donc des séries d'auteurs qui vont du sitcom au western. Sopranos, Six Feet Under, Sex and the City, Carnival, Deadwood, la liste est longue. Ils ne doivent rien aux audiences et à la pub. Ils ont toujours été un lieu incroyable pour le vrai talent à Hollywood. On se fiche des audiences, au sens où notre survie économique n'en dépend pas. C'est le seul endroit parce qu'ils sont assez malins pour voir les idées nouvelles, pour laisser la créativité s'exprimer, et ils ont l'argent qu'il faut. Les Sopranos, c'est le chef-d'œuvre. Tony Soprano est un mafieux dépressif qui a recours au service d'une psy. Mr. Soprano? Yeah. Une comédie avec des airs de tragédie tout en subtilité, nuances et coups de poing, le tout perdu dans une banlieue pavillonnaire et qualifié d'événement culturel le plus important des 25 dernières années par le New York Times. On ne peut pas faire mieux. En termes de récit dans un médium visuel, on ne peut pas faire mieux. What's the situation on the ground today, right now, in the mall? Confusion. Instability. Vacuum at the top. What caused the decline? C'est pas grave si tout le monde ne saisit pas chaque référence ou chaque blague. Pas besoin de gaver le public d'informations. On écrit l'épisode dont on a envie, les gens comprennent ou pas. Je crois qu'ils aiment ce défi. Ils aiment être traités en adultes intelligents. Cet automne, il y a eu une série de cours sur les sopranos à USC. Un séminaire de 15 semaines sur les sopranos. L'archétype du feuilleton intello existentiel, c'est Six Feet Under, soit les conflits dans une famille de croque-morts avec des dialogues insupportablement brillants écrits par le scénariste oscarisé d'American Beauty, Alan Ball. See it because you're so in love with the idea of Nate the good guy, Nate the hero, Nate the fucking saint with the fucking great haircut. The truth is you would run from real love if it ever came in. Real love? What the fuck do you know about real love? Shit and the neediness and the ugliness and the responsibility. You would fucking run and you know it. The only reason you stay with me is because I was never really here.
You know what? Take your ugly fucking ring. Don't you throw that ring at me. That's such a fucking cliche old fucking barf. There, barf. Et puis le grand tabou qui est tombé, c'est bien sûr le sexe, avec Sex and the City. Le sexe a été le déclencheur. Ça a vraiment attiré l'attention des gens. Okay, words are essential. Tell me exactly how he worded it. We've been seeing each other for a couple of weeks. I really like you. And tomorrow night, after dinner, I want us to have anal sex. C'était tellement drôle d'écrire des choses que personne n'avait jamais écrites. Mon premier boulot sur la série, ça a été la scène du taxi avec l'histoire de la sodomie. Charlotte refuse de devenir madame prise par derrière. Les filles ont 4 points de vue différents sur la question. En écrivant, je me suis dit, mais personne n'a jamais écrit ça. Personne n'a jamais écrit ça. Et surtout pas pour faire rire. It's all about control. If he goes up there, there's going to be a shift in power. Either he'll have the upper hand or you will. Now, there's a certain camp that believe whoever holds the dick holds the power, but hello, you're driving. The question is, if he goes up your butt, will he respect you more or respect you less? That's the issue. No smoking in the cab. Sir, we're talking up the butt. A cigarette is in order. Quand on l'a donné aux filles et qu'elles l'ont lu, le fait qu'elles soient les premières à jouer ça et le risque qu'il y avait à le filmer, tout ça contribue à rendre la situation vraiment réelle. Charlotte était embarrassée, Sarah Jessica faisait semblant de s'en foutre. Il y avait une énergie qui faisait que tout le monde se disait « Quoi ?» Front, back, who cares? A hole is a hole. Can I quote you? Oh, don't be so judgmental. You could use a little back door. I'm not a hole. Honey, we know. Look, all I'm saying that this is a physical expression that the body was designed to experience. And P.S., it's fabulous. What are you talking about? I went to Smith. Look, I'm just saying with the right guy and the right lubricant. What was that? A preview? Moi, j'étais en joie. J'étais comme un gamin avec des crayons qui poussent des cris. Waouh, je suis hors limite. Je suis plus hors limite. Soudain, les fictions tout public paraissent fades. Bread, cornbread toothpaste, bananas, Wolfgang Puck pizzas. Surtout quand en face, il y a ça. La pression commerciale mise par le câble et ses audaces a poussé les grandes chaînes à autoriser plus de choses relativement au contenu choquant des histoires ou ce sur quoi on peut mettre le doigt s'agissant de conditions humaines. Le public est préparé à voir la prochaine évolution, le prochain pas en avant. Il est prêt à voir des choses qui contiennent de la vérité. Dans The Shield, sur le câble de base, apparaît un héros flic à la brutalité sans limite, Vic McKay. Sur les grands réseaux aussi, on s'y met, comme avec 24 heures où Jack Bauer est un héros damné jusqu'au bout, qui ne pardonne rien, à qui on ne pardonnera rien et qui terminera sûrement mal. You are Marshall Gorin. Yeah. 8 counts, kidnapping a minor. 2 counts, child pornography. First-degree murder. Yeah, Hey, look. I already made my deal. I don't need to hear this noise. All I gotta do is testify against Walt. And I walk. Et on vient de loin, puisque dans les années 80, le méchant suprême à la télévision, c'était lui, J.R. Ewing dans Dallas. Mais si on y réfléchit, il faisait à peine Caucus ou Hélène et quelques malversations financières. Et dans Dynasty, la méchante ultime que les ménagères haïssaient, c'était Alexis, Carrington, Colby, Dexter. Mais si on y réfléchit bien, elle se crêpait le chignon à peine une fois par an avec Christelle, sa rivale, et couchait de temps à autre avec un émir pour 3 barils de brut. Mais pas de quoi fouetter un chat. Le grand pas en avant, ce fut Andy Sipowicz, l'inspecteur de police héros de New York Police Blues entre 1993 et 2005. Père de famille modèle, il est aussi alcoolo et violent. Il n'hésite pas à tabasser un suspect, c'est le bon flic, mauvais flic en une seule personne. It's Hero, bud. I have
Un grand personnage de série a une sorte de schisme en lui. Il est à la fois idiot et intelligent, généreux et égoïste. À la télévision, si on lui donne du temps, le public est plus sensible à la complexité. Alors que le héros de cinéma apparaît trop souvent banalement invincible, confronté à des situations manichéennes digérables par les foules des centres commerciaux, les séries osent des héros humains, trop humains dans des situations moins fédératrices. La télé est devenue le lieu de la complexité. On pose des questions difficiles. On ne détourne pas les yeux de ce qui nous paraît honnête. En termes de violence, de sexualité. Ça dérange certaines personnes. Mais je le vis bien. Je raconte les histoires que je veux, comme je veux. How much longer you think you're gonna go on? Probably a few hours. Visite au cœur de la machine où comment s'écrit une intrigue torturée de The Shield avec son créateur Sean Ryan en Monsieur Loyal entouré de ses scénaristes. On pourrait imaginer une sorte de prédateur sexuel. Ce serait sympa d'éviter les histoires de sexe avec des enfants. On en fait tous les épisodes dans The Shield en ce moment. Un violeur brutal, ça pourrait fonctionner. Ouais. Tu veux dire que le type qui s'évade est un criminel connu? Non, je dis pas qu'il est célèbre. Il a déjà été pris. Il a commis plusieurs viols avec violence. C'est un latino qui persécute des jolies petites latinos aguichantes. J'aime bien ça. Allez, on se fait cette histoire. Après le violeur humilie ses victimes. Il faut trouver quelque chose d'un peu hors norme, au-delà du truc typique. Il leur urine dessus? Une humiliation particulière. Et il lui coupe les cheveux. Il pourrait la forcer à appeler quelqu'un en lui donnant un scénario. Elle doit dire à quel point il a été génial. Il est là, il la menace, et il l'oblige à parler de lui de façon hyper malsaine. Il pourrait les obliger à appeler leur mari ou leur petite amie pendant qu'il les viole. Je préfère que ce soit après le viol. Il les fait appeler leur petite amie ou leur mari pour qu'elles racontent qu'elles viennent de faire l'amour avec un autre et que c'était incroyable, bien mieux que tout ce qu'elles ont vécu jusque-là. Un nouveau penalty transformé par The Shield. Éloigner les enfants. J'ai fait quelques cauchemars quand j'ai revu tous les épisodes avant de commencer ici. J'en regardais 5 par jour. Là, j'ai fait des cauchemars. Mais c'est tout. Pas depuis. Moi, mon pire cauchemar, ce serait de ne plus être capable de penser à ce genre de choses. Et pour avoir cette inspiration, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'environnement direct ne semble pas propice à l'imaginaire. Ces histoires sont écrites dans des bâtiments sans âme, aux couloirs éclairés au néon, dans des bureaux gris, moquettes grises, tables grises, chaises grises. On est loin de la muse qui chatouille le poète au pied du Parthénon. C'est pas joli et c'est normal, ce sont des usines tayloristes, exactement comme les studios à l'âge d'or du cinéma. À l'époque des studios, les conditions de travail des scénaristes étaient dures. C'était le goulag. Et pourtant, ils créaient des merveilles de cette manière. Si on regarde les films de 1939, par exemple, quand le système était à son apogée, les films étaient incroyables. Nous traversons un âge d'or de la série télé dramatique. Aujourd'hui, en Amérique, on compte facilement une vingtaine de séries vraiment bonnes chaque semaine.
What am I supposed to do now? Mais la révolution n'est pas que sur le fond, elle est aussi dans la forme. What am I supposed to do? Mettez le foutoir. Ne rendez pas les choses faciles, proprettes. La vie est bordélique, l'histoire doit être bordélique. Et l'image aussi. Il faut mettre de côté cet effet papier glacé qui fait que parfois certaines fictions n'ont pas l'air vraies. Plutôt que la vieille façon de faire, plan général, plan moyen, plan serré, plan général, plan moyen, plan serré. Aujourd'hui, on sort la caméra, on la tient à la main et on y va. C'est tellement plus efficace, tellement plus excitant que la vieille école. 24 heures pousse les limites de l'expérimentation dans sa narration, son filmage, son montage. Les plans sont flous, décadrés. La série bombarde le spectateur d'images et de sons. C'est dans la salle de montage que les scénaristes, les réalisateurs et les monteurs s'associent pour tripoter le récit à volonté. Stephen Hopkins, qui a réalisé le pilote, a donné le ton. Un peu voyeuriste, caméra à l'épaule, réaliste. Je ne voulais pas qu'on sente la technologie comme dans À bout de souffle. J'ai aussi utilisé le zoom de la même manière que Robert Altman dans les années 60-70. L'idée, c'était de prendre la caméra, filmer et voir si l'histoire allait suivre. On veut mettre une grande claque avec notre façon de filmer et avec le montage. French Connection est évidemment un modèle. Pendant le tournage, Friedkin faisait éclairer les scènes par son directeur photo, mais il laissait son caméraman en retrait. Et il ne le faisait entrer sur le plateau qu'au dernier moment. Du coup, celui-ci ignorait ce qui allait se passer. Il y a une célèbre scène de bagarre où Gene Hackman poursuit un type dans un bar, et si on regarde le film, on voit que le caméraman est surpris, il ne sait pas où regarder. Il rattrape le coup au dernier moment quand il sort. Et Friedkin lui disait « Vas-y, vas-y !» Et il commençait à courir dans la rue après les deux acteurs. On sent une urgence. Nous tournions souvent 24 heures sans faire de répétition caméra. Si une image semblait trop lisse, alors je demandais aux acteurs de faire quelque chose de spécial sans que la caméra le sache. Ça donnait des plans flous qui rendaient la chaîne folle, mais c'était génial. Comme elles savent maintenant aller vite, les séries comprennent qu'elles peuvent être réactives. Commenter l'actualité presque en direct. Good evening, I'm Martin Sheen, and I'm with the cast of The West Wing. For those of you who tuned in tonight to see our season premiere, I'm afraid you won't. That'll be next week. Quand intervient le 11 septembre 2001, la série de politique fiction à la Maison-Blanche embraye illico. Quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu, le créateur de la série, Aaron Sorkin, a trouvé intéressant d'écrire dans la foulée un épisode qui parle des événements, d'une certaine manière. C'est moi qui réalisais l'épisode, et tout ça s'est fait en 7 jours. Tournage, montage et diffusion. Alors que les restes du World Trade Center brûlent encore, toutes les phrases clés, lucides, subversives, sur les bouleversements de la sécurité intérieure américaine et la politique internationale ont toutes été énoncées clairement dans une série télé à 21h sur une chaîne familiale. Maybe this would be a good time for a chorus of our maligned little brother civil liberties. Liberty schmibberties. C.J. Craig, ladies and gentlemen. You know of a way to do this without tapping some phones? What about illegal searches? What about profiling? You know what Benjamin Franklin said? He said, hey, look, I've invented the stove. He said they that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Dans le paysage du divertissement et de la culture américaine, les séries prennent en charge le discours politique, les enjeux sociaux, les avancées esthétiques, tout ce que faisait le cinéma en fait jusqu'aux années 70. Alors, à qui appartient Hollywood aujourd'hui? À la télévision? Au cinéma? Le pouvoir a changé de main. Étrangement, le cinéma populaire est de plus en plus idiot. Et les séries de plus en plus intelligentes. C'est très étonnant. Je crois que personne ne s'y attendait vraiment. Ça bouge. C'est comme un tremblement de terre de 10,5 à Hollywood. L'art de raconter des histoires appartient aujourd'hui à la télévision. Le cinéma, lui, crée des événements. Les films ont le même rôle que le carnaval ou les Grands 8 il y a 50 ans. Ils existent avant tout pour embarquer le spectateur dans un voyage, où l'on va appuyer sur une série de boutons qui existent déjà. Le bouton sexe, le bouton violence, le bouton « Oh mon Dieu », le bouton tout à la fois, le bouton « Oh mon Dieu, le héros a gagné », le bouton « L'Amérique c'est génial », le bouton « Ce sera $25 », et puis vous prenez la voiture et vous rentrez. Il y a encore des gens qui vont au cinéma pour se dire « Mon Dieu, oh là là, waouh, c'était fantastique !» Comment ils ont fait ça? Mais ils ont perdu en route l'idée de la narration comme aspect le plus excitant d'un médium. Les restrictions inhérentes au médium favorisent la créativité. On ne peut pas appuyer sur tous ces boutons parce qu'on n'a pas l'argent, pas le temps, donc on est forcé à la télévision de pénétrer à l'intérieur des âmes. La télévision est vraiment un médium intimiste. Patty Chayefsky a dit que c'était le paysage du gros plan, le plus serré, aussi près des yeux que possible. We need some friends, some couples we don't hate. We have each other. Maybe we should volunteer someplace. No, I'm serious. Do something good for the world. Needle exchange program. Habitat for Humanity, Meals on Wheels. Just give more, consume less. Brenda, I'm dying. What? What did you say? After the auto accident, I had X-rays, MRIs, and they found something. They found, it's called AVM, and I think I'm gonna die from it. I don't know when. I'm so scared. You listening to me? Yeah. Au fond, il s'agit de 3 personnes réunies dans une même pièce et qui parlent. De quoi vont-elles parler? La conversation a intérêt à être sacrément passionnante, parce qu'on ne pourra pas les faire bondir par la fenêtre avec des machettes et des mitraillettes. This ain't negotiation time. This is Scarface, final scene, fucking bazookas under each arm. Say hello to my little friend. Always with the scenarios. You don't do something, I gotta question your leadership. You ungrateful little fuck. Where'd you get the balls to question my leadership, huh? I'm just saying how it is. If The Sopranos was a movie, si Les Sopranos étaient un film, il y aurait des courses-poursuites et des fusillades monstres, obligées. Parce qu'elle ne peut pas faire ça toutes les semaines et parce que ça n'est pas son terrain, elle s'intéresse aux conflits et aux relations entre des personnages. Je pense que la télévision est artistiquement supérieure, en ce moment, à la plupart des films de l'industrie. Alors qu'il n'y a plus qu'une centaine de salles de cinéma art et essai sur 35 000 grands écrans sur le territoire des États-Unis, la télévision faite pour les adultes dépasse le cinéma fait pour les enfants. Les films n'ont qu'une seule chance, une seule fenêtre pour se faire voir. Et ils sont bien trop chers pour que des dirigeants en complet cravate aient envie qu'ils parlent vraiment de quelque chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est que des adolescents aillent les voir, et ils retournent le lendemain avec leurs amis. Qu'est-ce qui est le plus cool aujourd'hui, la télé ou le cinéma?
Le cinéma, c'est clair. J'adore regarder la télé dans mon canapé, mais je préfère vraiment les films. Ah oui, pourquoi? Ben, tout, le popcorn, l'écran géant, s'asseoir avec ses amis et faire... Les films sont gérés dans les moindres détails par les multinationales, et ça les tue. Il y a un menu Burger King prévu pour un film, et je ne plaisante pas, avant même qu'il y ait un scénario. À Hollywood, le risque, pour le trouver, c'est au cimetière. 3e pierre tombale à gauche. La télévision se fait encore à l'ancienne, même si ça pourrait changer. On présente le projet, on l'écrit, ils le lisent et ils disent « Ok, on se lance » ou « Non, ça ne nous intéresse pas ». D'après ce que je sais, c'est comme ça que le cinéma fonctionnait dans les années 70. Peter Bogdanovich disait « Je veux faire Paper Moon ». Il disait combien? Il répondait 3 millions de dollars et eux, ok, on se voit en salle de montage. La télé est plus proche de cela maintenant que de l'étrange milieu du cinéma, où les concepts sont transformés en plans marketing. Forte de son expérience dans les séries et consciente qu'il y a une place à prendre dans le cinéma qui l'a fait encore rêver, HBO, la chaîne du câble payant américain, a développé sa production de films. À tel point qu'elle a fini par gagner la Palme d'Or à Cannes avec Elephant de Gus Van Sant et squatte régulièrement la sélection officielle du Festival du film. La télévision, avec ses recettes nouvelles, avalerait-elle désormais jusqu'au cinéma le plus exigeant ? Les drames sophistiqués pour lesquels Hollywood était célèbre deviennent chaque jour davantage une espèce en voie de disparition. Nous essayons de combler ce vide. Dans la grande tradition hollywoodienne, nous avons volé des idées un peu partout. Nous avons pris modèle sur les jours glorieux des studios comme la Paramount, à l'époque du Parrain dans les années 70. C'était le refuge du grand cinéma indépendant. Nous essayons de recréer ça. À travers le temps, à HBO, nous avons développé un savoir-faire marketing pour la promotion de séries difficiles et inhabituelles, comme Les Sopranos ou Six Feet Under. Nous appliquons maintenant ces recettes au cinéma, pour des films compliqués eux aussi. Les stars du cinéma draguent les rois de la télé. Mais au-delà des empires qui se font et se déferont, le plus important, c'est que les séries reprennent le flambeau éternel du héros hollywoodien. Tony Soprano regrette la virilité de Gary Cooper et regarde à la télé Dean Martin dans Rio Bravo. Mais au fond, il les a remplacés. Fatigué par le poids de l'histoire qui pèse sur ses épaules, le nouveau héros américain, c'est lui. Good companion. What the fuck happened to Gary Cooper? That's what I'd like to know. He died. Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, no more stray, no more stray. Will I see round the bend, round the bend? She'll be waiting for my rifle.